Dans cette deuxième partie de la discussion, Bernard de Montréal et Daniel Ménard abordent le thème de la socialisation de l'homme conscient. Ils se demandent si les individus qui s'individualisent peuvent un jour vouloir se socialiser ensemble et créer quelque chose de concret. Bernard explique que lorsque l'évolution de l'humanité atteint un certain stade, il se produit une scission entre différents groupes d'hommes au niveau de leur conscience. Il parle d'une nouvelle race humaine au sens mental, où la conscience est relocalisée plutôt que la physicalité. Cela implique une séparation mentale entre ces deux groupes d'humanité. Il est donc réaliste de penser que ces individus en évolution peuvent développer des relations avec une affinité entre eux et créer une nouvelle tendance historique. Cependant, il précise qu'il est dangereux de projeter nos désirs personnels sur cette tendance historique. Actuellement, sur le plan psychique, il est possible d'observer des individus qui, dans une relation particulièrement harmonieuse, sont en mouvement perpétuel de créativité et qui donnent une direction spécifique à leur expérience. Ce phénomène peut être embryonnaire ou à petite échelle, mais il ne faut pas confondre nos désirs personnels avec les objectifs plus vastes de l'évolution cosmique. Daniel propose alors que l'embryon de cette nouvelle socialisation pourrait être le non-conflictuel, c'est-à-dire une nouvelle façon de gérer les énergies humaines sans conflit. Bernard confirme cette idée en précisant que les êtres conscients de la future race racine auront totalement maîtrisé les énergies de leur âme et ne participeront plus consciemment au conflit. Ainsi, la conscience de la race racine sera caractérisée par une absence de conflit, ce qui représente une étape importante vers la socialisation de l'homme conscient. Lorsque l'être humain est en contact étroit avec son âme, il peut éviter les conflits provoqués par sa programmation, qui sont souvent causés par l'influence astrale. Cependant, il est possible d'identifier des zones de conflit majeures chez l'être humain. Par exemple, ne pas être capable de confronter une pensée peut être à l'origine d'un conflit. Pour atteindre un état de conscience non conflictuel, il faut être transparent et avancer dans son développement personnel. Cela demande une gestion appropriée du périsprit, qui fait partie de la conscience astrale de l'être humain. L'ego doit avoir une conscience absolue de l'origine de sa pensée pour pouvoir fracturer, arrêter ou briser la manipulation et rétablir les valeurs fondamentales de l'amour et du respect. Cependant, la plupart des individus ne sont pas conscients de ces manipulations et donc ne sont pas prêts à vivre sans conflit. L'évolution de l'humanité vers une société non conflictuelle est donc un processus long. Les idées sont valorisées car les gens pensent qu'elles permettent de découvrir la réalité, mais elles ne font qu'offrir une perception plus ou moins précise de celle-ci. Dans cette conversation, Bernard de Montréal discute du rôle de l'homme en tant que critique absolue de la réalité. Il explique que l'homme est incapable de s'ériger en critique absolue en raison de son ego et de sa dépendance vis-à-vis de l'histoire et des autorités telles que les religions, les philosophies et les sciences. Il affirme que pour que l'ego puisse supporter cette critique absolue, il doit être dépourvu d'émotions et ne pas attribuer de valeur aux idées. De plus, il doit être capable de ne pas interférer dans le processus créatif du constat de la réalité, ce qui peut impliquer la destruction de ce qui a déjà été établi. Bernard de Montréal soutient que l'homme conscient a la capacité de détruire ce qu'il a créé pour réorganiser sa conscience mentale. Il souligne que dans l'involution, l'homme était incapable de le faire, étant attaché à une idée jusqu'à ce qu'il soit forcé de s'en libérer. Il explique également que la conscience vibratoire est capable de modifier constamment les formes selon les besoins de l'individu qui la soutient. Elle est libre de toute influence temporelle, religieuse ou politique, ce qui lui permet d'ajuster les idées en fonction de la capacité des individus à les recevoir. En ce qui concerne l'anarchie, Bernard de Montréal dit que c'est l'incapacité de l'homme à maîtriser la valeur de ses idées qui la crée. Dans une conscience vibratoire, l'anarchie est impossible car l'être conscient ne peut pas attribuer de valeur à ses idées ni les associer à la vérité. L'anarchie survient lorsque l'on s'associe à des formes de vérité et que cela crée une polarité dans la conscience de l'homme. En conclusion, Bernard de Montréal explore le concept de la critique absolue de la réalité, de la liberté de la conscience vibratoire et de l'anarchie générée par la fixation à des idées. La valeur de la science réside dans sa capacité à repousser les limites de la connaissance humaine, à élever les vibrations et à élargir l'esprit vers plus d'universalité. Cependant, à mesure que l'espace mental de l'homme s'étend, il peut atteindre un point où il n'est plus intéressé par la vérité, car celle-ci limite sa compréhension et l'interprétation des phénomènes selon sa propre conscience. Cela a conduit à des périodes d'anarchie et de souffrance dans l'histoire de l'humanité. L'homme nouveau, celui qui évolue, est capable d'accepter la critique absolue, contrairement à l'homme de l'involution. Les civilisations passées
été contrôlée par des égrégores liés aux émotions et à une conscience animiste, ce qui a donné lieu à des révolutions temporelles mais pas à une évolution paranormale de l'individu. Dans une civilisation avancée, avec des individus véritablement uniques mais ayant des fréquences vibratoires différentes, il y aurait une révolution constante dans la conscience collective, sans anarchie, car personne ne serait attaché à une vérité absolue. La vérité a été la cause de la souffrance des races, des individus, et a été utilisée par les superviseurs sur d'autres plans pour le développement de l'humanité. Nous avons été manipulés et utilisés en tant qu'individus, au point que la science ne parvient toujours pas à envisager que la pensée puisse provenir d'ailleurs, même lorsqu'elle crée des ondes radio qui viennent d'ailleurs. Cela reflète un manque d'humilité scientifique et mentale pour reconnaître que la pensée vient d'ailleurs, y compris du cerveau humain. La science cherche à contrôler les phénomènes matériels, mais un jour, il faudra reconnaître que l'esprit fait partie d'univers parallèles et ne se conforme pas aux lois physiques connues. La pensée voyage à des vitesses instantanées, bien au-delà de celles de la lumière, et fait partie des univers parallèles. L'homme possède la capacité de penser à la vitesse de sa pensée, mais les émotions viennent ralentir cette capacité de communiquer avec la source de la pensée. C'est pourquoi il est difficile pour l'homme de comprendre le concept de Dieu et les questions existentielles sur son origine, sa raison d'être et sa destination. Ces questions font partie du jeu de l'esprit et un esprit éclairé ne se pose pas ces questions. Lorsque l'homme est détendu, il n'a pas besoin de se poser de telles questions, il vit simplement. Cependant, lorsqu'il est en proie à l'ego, il se pose ces questions de façon obsessionnelle. Mais si l'on comprend que ces questions proviennent d'ailleurs et que les réponses sont ailleurs, est-ce l'ego n'a plus de raison d'être? L'ego n'est pas capable de supporter le fait qu'il pense et que la pensée est une forme de téléphonie. Il est incapable de supporter la réalité que la pensée sur le plan matériel est une diversion stratégique de la science morontielle dans des mondes parallèles. Penser est une aberration et l'homme sur des plans opposés à la mort n'a pas le temps de penser. Un jour, l'homme arrêtera de penser lorsqu'il comprendra qu'il pense. Lorsqu'on réalise que l'activité de pensée est inutile, on entre dans un processus de communication consciente. Cela marque le début d'une véritable connexion entre les individus, où il n'y a plus d'anarchie mentale. Une société sans vérité est anarchique car les individus sont inconscients. La vérité est nécessaire pour la société, mais elle évolue avec le temps et varie selon l'état de conscience des individus. Au niveau individuel, l'homme finira par réaliser que la vérité n'existe pas. Sur le plan collectif, de nouvelles formes de vérité se développeront, car l'homme inconscient a besoin de la vérité. Mais pour l'homme conscient, la vérité n'existe pas car il comprend la nature illusoire du mental. Un être vibratoire répond à des lois mentales, tandis qu'un être dans la vérité se soumet à des lois astrales. Tout ce qui se pense est une illusion, tandis que tout ce qui se communique a une certaine validité. Ce qui est réalisé est réel. Penser n'est pas communiquer, la pensée crée une impression de solitude, tandis que la communication implique la conscience d'être avec quelqu'un d'autre. L'actualisation est le processus d'intégration suffisante de cette énergie pour rendre unique l'action de la lumière à travers l'âme et l'ego. La conscience vibratoire est instantanée et imprévisible. Elle construit ce qu'elle construit, sans contrôle conscient de l'ego. L'ego ne peut pas gérer la conscience vibratoire, qui se manifeste sans effort ni intention de notre part. La conscience vibratoire ne fait pas intervenir l'ego, ce qui permet d'explorer sans limite. Dans l'évolution future de l'humanité, l'homme aura une conscience critique indépendante de la forme et du conditionnement émotionnel. Le savoir, qui met en vibration le mental, est distinct de la connaissance qui crée un état émotionnel perturbant. Le savoir est imprévisible et son porteur est aussi victime de son impact sur les autres. La conscience vibratoire est consistante car elle ne se soucie pas de ce que les autres pensent. Dans cette discussion, le conférencier explique que notre esprit supérieur est capable de s'adapter aux idées et concepts qui lui sont présentés, contrairement à notre intellect. Il affirme que notre mental évolue au fil du temps et que nous finissons par être pris dans des lois mentales plus intégrales, nous permettant de ne plus être limités par la polarité du vrai et du faux. Il joue avec les mots de manière à susciter l'intérêt et la réflexion, sans interférer avec nos émotions. Une façon de communiquer fait vibrer l'esprit de l'homme, et cet esprit est créateur de formes. L'esprit est toujours en dehors de la forme, et si l'on communique avec des êtres qui sont dans cet état, on ne peut pas les tromper car ils ne sont pas pris dans la forme. En fusionnant avec eux, on peut accéder à une connaissance et une science plus avancées,
permettant à l'humanité de travailler avec les énergies de manière fluide et même de manipuler la formation magnétique de l'atome. Il est suggéré que la pensée et la communication doivent évoluer pour atteindre cet état de conscience et d'actualisation instantanée. Selon Bernard de Montréal, la communication est fondamentale car elle permet aux individus de reconnaître qu'ils ont en eux plus que ce qu'ils pensent. Il soutient que l'homme est capable d'une grande amplitude de conscience, mais que la religion et les systèmes ont limité sa grille. Il préconise donc la création d'une nouvelle psychologie basée sur des constats universels et une évolution progressive de la conscience planétaire. Cela permettrait à l'homme de se connecter à l'esprit et d'accéder à un savoir infini. Devenir conscient signifie aussi sortir de la mémoire collective de la race et embrasser une intelligence basée sur une mémoire plus vaste liée aux plans universels. Dans ce processus de conscientisation, la communication joue un rôle clé, mais il n'est pas nécessaire que la communication soit tangible ou formelle, car ce qui compte, c'est la spontanéité et la vibration ressentie dans cette communication. Pour les personnes engagées dans ce processus de conscientisation, projeter des pensées impondérables et des énergies peut être suffisant pour expérimenter cette réalité, mais il ne s'agit pas d'arrêter de penser, mais plutôt de réaliser que la pensée provient d'ailleurs. Une fois que l'homme fait ce constat, il peut progressivement se libérer de la pensée conditionnée et accéder à une forme de pensée plus élevée et connectée à l'univers. Dans cette discussion, il est souligné que le premier pas vers le développement de la conscience est de prendre conscience que la pensée vient d'ailleurs. Chercher à arrêter de penser est une perte de temps, car la pensée est naturelle. Une fois que l'homme a acquis cette conscience, il pourra évoluer vers la communication et entrer dans le phénomène de la conscience vibratoire. À ce stade, l'homme sera capable d'accéder à des registres plus élevés de connaissances et de travailler avec des concepts plus complexes. Il est expliqué que la conscience supramentale, au-delà du mental inférieur, est associée à la proximité avec sa conscience morontielle et sa source. Lorsqu'une personne peut vibrer sa conscience dans ces registres, elle peut être en communication avec sa source et vivre simultanément dans les plans matériels et éthériques. Cela crée une conscience à deux niveaux. À travers ce développement de la conscience, l'homme peut transcender la mort physique et vivre une vie basée sur une fusion entre l'âme et l'esprit, créant ainsi un nouvel homme. Dans cette discussion, on aborde le sujet de la pensée et de sa relation avec la communication et la réalisation. Il est souligné que la pensée bloque la communication vibratoire car elle est principalement liée à l'âme, tandis que la communication vibratoire est liée à l'esprit. Lorsque la pensée devient un moyen de communication avec notre double, elle cesse d'être réfléchie et devient une communication instantanée, ce qui nous permet d'être dans un état d'esprit plutôt que dans un état d'âme. Lorsqu'on demande ce qui empêche la réalisation instantanée après la communication, il est expliqué que c'est la réflexion excessive de la pensée qui enlève sa puissance. Si l'homme vivait la pensée comme un moyen de communication avec le plan mental et ne la réfléchissait pas, il serait instantanément en action. Mais en tant qu'être dont la conscience est expérimentale, nous utilisons la pensée comme un appui psychologique pour confirmer notre existence, ce qui nous empêche de passer instantanément à l'action. La pensée non réfléchie permettrait un lien avec la source et enlèverait toute perception d'importance à l'ego, ce qui créerait une totale transparence de la personnalité. Cependant, ce passage de l'ego à l'individuation totale crée une initiation difficile. Cependant, si l'homme est capable de comprendre et d'appliquer les lois d'une nouvelle psychologie par rapport à son mental expérimental, il pourra progressivement entrer dans une conscience certaine, sans vivre l'expérience occulte complète de l'initié. La raison pour laquelle l'homme n'est pas capable de parler directement avec son double en permanence est que son ego a besoin d'avoir l'impression que c'est lui qui pense, ce qui est enlevé à une conscience vibratoire. Néanmoins, lorsque l'ego est enlevé de cette impression, la communication devient une réalisation. En résumé, la pensée réfléchie bloque la communication vibratoire, tandis que la pensée non réfléchie permet une communication instantanée et une réalisation. La réflexion excessive de la pensée empêche la réalisation instantanée, mais si on utilise la pensée de manière expérimentale et que l'on applique une nouvelle psychologie, on peut progressivement entrer dans une conscience certaine. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique pourquoi il n'y aurait pas d'anarchie dans une société composée de personnes conscientes. Il explique que lorsqu'une personne est en réalisation, elle devient un canal à un plan universel et agit en fonction de ce plan, sans avoir besoin de réfléchir à chaque action. Cela élimine les problèmes de hiérarchie et de chaos. Il souligne également que la communication peut se faire à la fois par la parole et la télépathie, selon les circonstances.
Il ajoute que la parole deviendra de plus en plus précise au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, de sorte qu'elle sera aussi ajustée que la communication intérieure. Cependant, il met en garde sur le fait que tant que l'on a peur de ne pas dire la vérité, notre parole peut créer du mensonge. Il souligne qu'induire l'homme en erreur psychologique ne signifie pas nécessairement l'induire dans le mal, mais plutôt lui faire faire des constats basés sur la réflexion plutôt que sur la réalité.